Sujet du jour, aujourd'hui nous allons parler documents, nous allons parler publication de romans, nous allons parler philosophie avec un philosophe. Monsieur Chalem Koulibaly, qui est philosophe diplômé de l'Université de Paris, c'est cela, et puis il est enseignant d'université du côté donc, de Ouagadougou et plusieurs autres universités dans la ville de Ouagadougou. Ceci dit, Monsieur Koulibaly, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur, merci de me recevoir à votre télé. Je suis très heureux que vous m'ayez donné cette occasion de pouvoir parler. C'est également un plaisir pour nous. Alors, je vois là un document que nous avons reçu, dialogue avec la NUC. C'est vrai que nous avons fait un reportage et les téléspectateurs ont eu la chance de vous écouter, de savoir à peu près de quoi il en est question. Mais déjà, quand on lit, quand on regarde la couverture et on lit le titre, dialogue avec la NUC, c'est un peu interpellateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dialogue avec la nuque, comme vous le voyez, c'est le titre un peu a été recherché, mais à l'origine, je le dois à mon grand-père qui me disait, mais tu apprends la philosophie, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que quand nous on danse le soir, on fait un cercle? Je dis non, il dit, quand on a un cercle, on confie la partie la plus faible de l'humain, c'est-à-dire notre nuque. Et donc, en fait, le projet de ce livre, c'est de faire comprendre qu'on ne peut pas construire un monde, on ne peut pas construire ou réarmer les consciences africaines sans une certaine confiance. Donc, il faut qu'on puisse se faire confiance et se donner les nuques. Se faire confiance, se donner les nuques. 17 ans de recherche pour écrire ce livre. Tout à fait. C'est assez quand même. C'est pour dire quoi? Il contient quoi ce roman? Bon, 17 ans, disons que c'est reparti. Le livre doit être reparti sur trois tomes, mais que je vais réduire à 2. Okay. Mais l'objectif du livre, c'est de reprendre toute l'histoire africaine, donc notamment 4 siècles et demi, de les réinterpréter grâce à des personnages, notamment un fou et des étudiants universitaires qui jouent entre la modernité et les valeurs africaines. L'objectif, au final, c'est de montrer quoi? De montrer les valeurs de l'homme noir, c'est cela? En fait, le livre comporte plusieurs thématiques. Par exemple, la question qu'on appelle aujourd'hui la question du genre, la question de l'État, la question aussi de la conscience de l'homme noir d'aujourd'hui. Je préférais dire du nègre au sens d'Aimé Césaire. Okay. Donc, comment est-ce qu'on peut réarmer la conscience humaine? Comment est-ce qu'on peut, dans ces changements contemporains, dans les crises qui se succèdent, comment est-ce que nous, les nègres, on peut s'affirmer de manière digne et sans que d'autres personnes construisent le monde à notre place. Et donc, dans ce livre, donc, le problème du langage est important, le problème de la conscience, comment est-ce que je suis dans mon rapport avec moi-même, mon rapport avec le monde, mon rapport avec la nature. Donc ces problèmes-là sont abordés dans ce bouquin. Quelle est la place véritable de l'homme noir, du nègre, comme vous l'avez dit, dans l'univers, dans le monde évolutif aujourd'hui? Donc si vous avez, comme on avait déjà fait un reportage lors d'une dédicace, dans ce roman, la question du langage est vraiment important. Si vous prenez par exemple les premières pages, il y a le disciple du fou qui dit « Ah non, il faut tout reprendre, il faut tout interpréter à partir de nous-mêmes. » C'est-à-dire, non pas fuir les connaissances, parce que mathématiques ou philosophiques, si vous connaissez l'étendité de l'être chez Heidegger, il n'y a pas 1000 manières. Oui. Mais par contre, nommer l'être ou le penser à partir de soi-même, non pas forcément à partir de l'ontologie occidentale, là c'est un avancement, parce que là vous créez le monde. Pour vous donner une petite idée de l'importance du langage et tel qu'il est abordé dans ce roman, regardez quand Dieu a créé le monde, l'homme n'était pas là, mais il a fait passer les animaux, et dès que l'homme a pu nommer les animaux, ceux-ci ont eu une existence réelle. Or, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est d'autres qui les nomment pour nous. Non seulement qu'ils les nomment pour nous, mais ils les pensent pour nous. Donc, la question du bouquin, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ici, je remets beaucoup de problèmes. Donc, c'est mon métier de philosophe. Je mets beaucoup de problèmes, mais romancés. Il y en a qui sont des fous, il y en a qui sont des économistes, il y en a qui sont plus que fous.
Mais ces personnages qui représentent en fait plusieurs, disons, configurations anthropologiques des Africains d'aujourd'hui se retrouvent ici. Et ceux qui ont lutté pour qu'on puisse avoir des espaces démocratiques en Afrique reconnaîtront ces débats-là et reconnaîtront aussi des solutions. Il y a quelques solutions. Est-ce qu'il faudra que l'homme noir se regarde dans le miroir et réécrive son histoire? D'abord, bon, nos historiens, mes collègues à la fac, beaucoup ont travaillé dans ce sens, beaucoup travaillé thématiquement. Effectivement, il faut que nous refusions que ce soit les autres qui nomment et qui font les projets pour nous. Voilà. Donc, il faut que nous écrivons l'histoire à partir de nous-mêmes. Ici, vous verrez qu'il y a des concepts qui ont été créés par d'autres artistes, par exemple le concept de griotique que j'utilise, que les personnages utilisent. Donc, il faut que nous apprenions et que nous acceptions de repenser le monde à partir de nous-mêmes. Et ça, c'est très important. Tant que d'autres le nommeront, le monde, ou même notre existence pour nous, nous serons toujours des esclaves. Un document écrit, beaucoup de pages, près de 240, 250 à peu près, Oui. 250 pages. Et quand je regarde dès les premières pages, un remerciement astral à monsieur Ansolvin Iyans, vous le dites, pour ses ailes et l'ionosphère esthétique qu'il a donné à ce roman. Oui. Est-ce que le roman n'est pas assez difficile et avec des mots assez lourds pour se faire comprendre? Donc, il y a un journaliste sénégalais qui m'a interviewé à Poitiers, Lamine Camara. Je lui ai dit, je le pense que les paresseux intellectuels, veuillez vous abstenir d'acheter mon bouquin. Très bien. Celui qui veut lire et penser les problèmes d'Afrique et penser à partir de lui-même, alors faites l'effort. Bon, tout n'est pas difficile dans ce roman. Les 90 premières pages sont très ardues parce qu'il y a beaucoup de philo. Il y a aussi un débat très ardu entre le fou, le prêtre et un instituteur. Donc à ce niveau, il faut un peu de connaissance. Mais le style que j'utilise ici fait en sorte que vous êtes obligé d'avoir une interaction. Donc vous êtes obligé de penser à chaque moment. Et non, en tout cas, chez moi, je ne plaisante pas. Les paresseux intellectuels s'abstenir. Prenez votre argent pour faire autre chose. Mais pas sur ce document. Non, non, en tout cas, j'ai parcouru quelques lignes de ce document assez épatant et hépatique. Et il n'y a que les personnages de ce roman ont chacun des problématiques qu'ils développent. Comment ça se fait? Bon, disons que lorsque vous essayez de réécrire vous-même, de repenser 4 siècles et demi de l'histoire africaine, ça m'a pris beaucoup de temps. Et les personnages eux-mêmes, certains se sont imposés. Par moments, vous marchez, ils vous parlent. Donc, le personnage central, c'est-à-dire l'incipit, c'est-à-dire ce qui ouvre le roman, est une lettre. Donc, une lettre qu'un disciple du fou a quitté l'université occidentale pour aller apprendre les valeurs africaines. Donc, c'est lui qui effectivement met les débats. Et le fou a plutôt un comportement, on pourra dire, si on utilise ce mot de la linguistique, il a un comportement performatif. C'est-à-dire, il parle peu et son comportement réalise ce qu'il pense et ce qu'il dit. Alors, ce roman, il est écrit et il est destiné à qui exactement? Est-ce à l'Africain ou bien à l'Occidental pour qu'il connaisse l'Africain? D'abord, je l'ai écrit pour moi-même, c'est-à-dire comment sortir de toutes ces violences que moi, ma génération, nous sommes nés tout juste après les désastres, tous les projets qu'on a voulu, qu'on n'a pas pu. Donc, il arrive un moment, il faut se dire, bon, qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce que j'ai désiré et où est-ce que je vais aller? Donc, à travers l'écriture de ce roman, en fait, je moi-même relis ma présence, ma jeune présence sur Terre et l'Afrique que ma génération a rêvé. Et celle aussi de cette Afrique qu'on a hérité. On a une pensée, par exemple, la négritude, on a une pensée politique, le panafricanisme. Où est-ce qu'on a réalisé les problématiques posées par le panafricanisme, les problématiques posées par la négritude? Où est-ce que ça s'est réalisé? Nous avons, ma génération et moi, nous avons lutté pour des espaces démocratiques. Nous, aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre même le souvenir de ces rêves? Donc, dans ce roman, ces personnages, différemment des étudiants, des hommes, des femmes simples, posent ces problèmes-là. Et je pense que ceux qui veulent vraiment envisager l'avenir de l'Afrique avec des consciences libres et libérées peuvent le lire. Maintenant, est-ce que ce livre-là s'adresse qu'aux Africains?
Non, dans le roman, vous allez voir, il y a une relation amicale entre un jeune qui lui mène une grève et son ami d'enfance qui est un blanc. Donc ces deux amis, ils dialoguent, et l'un montre les faiblesses de l'autre, ils dialoguent. Et d'un autre côté, si vous prenez, et c'est ce que je disais en France tout récemment lorsque j'ai fait une conférence, je disais aujourd'hui, est-ce que, par exemple, le Code du travail français a une valeur? Dans la mesure où, aujourd'hui, le Code du travail, au nom de la flexibilité, au nom de la vision économiste du monde, aujourd'hui, le Code du travail n'a plus de valeur. Donc, ces problèmes sont abordés, bon, en rigolant un peu. Le problème de globalisation, par exemple, quand vous abordez ces aspects, effectivement, ce n'est pas que l'Afrique qui est concernée, c'est aussi les autres qui sont concernés. Et vous faites également un clin d'œil, ou en tout cas une mention assez importante à la femme, au genre, dans ce livre, parce que quand on le parcourt quand même, on voit qu'arriver à un moment donné, il y a que les femmes se posent des questions. Quelle est leur place véritable dans la lutte de l'Afrique pour les Africains? Bon, d'abord, je vous remercie d'avoir été un lecteur attentif parce que ces aspects-là, comme j'ai dit, il y a pas mal de thèmes dans mon roman. Maintenant, l'aspect aujourd'hui en langage occidentalisé, on dirait la question du genre, mais pour le dire autrement, je dis Moussoya. Si vous lisez par exemple l'épopée de Madeng, l'arrière-grand-mère de Sundiata n'a pu permettre la naissance de l'Empire du Mali en posant la question à son niveau, Moussoya, parce qu'il y a eu une injustice, elle a dit non. Dans ce livre, effectivement, vous faites bien de le souligner, il y a des étudiants qui ont entrepris une grève. Donc il y a des étudiantes. Et arrivé un moment, l'un des acteurs, l'un des personnages est poursuivi par la police. Et quand il arrive, il voit sa fiancée, qui est une étudiante. Il dit, ah, mademoiselle, il dit, ma chérie, d'ailleurs, elle s'appelle Aya. Bon, la partie devient musclée. Oui, c'était au moment où la Voilà. lutte était difficile, Voilà. la police en face. En face. Donc la lutte devient musclée. Alors toi, ne Retourne t'occupe à la plus des maison. prospectus. Ne t'occupe plus des prospectus parce qu'elle devrait distribuer des prospectus. Or, elle avait déjà invité des personnes pour les distributions des prospectus. Et puis là, si vous lisez, là, elle a fait un discours. Et je pense que, en tant que père ayant des filles, je ne supporterai pas, vous m'excusez si le langage est un peu, mais je ne supporterai pas que quelqu'un exclut mes filles du combat politique, de leur engagement d'étudiantes ou de personnes. Non, on commence comme ça en disant, bon, les femmes, derrière, vous n'avez pas droit, bon, nous les hommes, on va les faire, on va vous libérer. Et puis après la libération, qu'est-ce qu'on fait? On met les femmes, on commence à les enfermer. Et donc, je suis contre, j'ai deux filles que j'adore et je ne veux pas que quelqu'un, parce qu'il a un phallus, les considère comme des sous-êtres. Et donc, c'est un engagement aussi pour la femme. En tout cas, un beau roman. Premier tome, le deuxième tome. Bon, là, je pense que le deuxième tome, il va apparaître l'année prochaine, ça pour certains. En attendant, je suis dans une écriture qui m'a pris encore près de 2 ans. Je suis en train de voir ce que les femmes africaines ont fait comme action politique pour permettre à la naissance de l'Empire du Madeng. Donc là, je ne m'occupe que de la version des historiens africains traditionnalistes. Je ne m'occupe pas des autres là. Et ça me prend beaucoup. Et c'est un engagement que je pense pour... Si je finis cet essai-là, c'est un petit essai, je pense que ça va faire 100 pages au grand maximum. Donc 100 pages. En tout cas, celui-là, il fait déjà 247 pages. Combien de grandes parties dans ce roman? Donc ce roman comporte 5 parties. Donc, qui peuvent se lire de façon circulaire et aléatoire. Vous pouvez rentrer au milieu et à chaque moment, vous serez en rapport réflexif. À chaque moment, vous serez obligé de réfléchir. Vous pouvez le lire. Maintenant, ce que je conseille en général, et je conseille à beaucoup de personnes, souffrez les 90 premières pages. Et le reste... Et après, le reste, c'est cool. Le reste, après. Sinon, vous commencez l'incipit qui est la lettre. Après, vous allez lire au milieu ou à la fin. Et si vous revenez, vous ne perdez pas. Parce que j'ai écrit en sorte que ce soit stratifié et puis vous pouvez prendre le roman à différentes strates. Un roman avec plein de métaphores, hein, il faut le dire. Et de également poésie plein aussi. de poésie également. Quand je prends le fou,
Qu'est-ce que vous voulez traduire exactement par un fou qui vous dit des choses assez vraies? Bon, qui est-on le fou principal dont le pied est Enchaîné, enchaîné, il est dans un bout de bois, et c'est ce fou qui enseigne, qui veut enseigner qu'est-ce que l'indépendance, qu'est-ce que la liberté à des étudiants qui, eux, sont au niveau universitaire. Donc, cette métaphore, en fait, si vous réfléchissez très bien sur la condition du fou, qui veut lui enseigner qu'est-ce que être nègre et libre demain, vous voyez que c'est une métaphore pour parler d'autre chose, qui est plus que le fou enchaîné. Et que ce soit avec des étudiants au niveau universitaire, et que ce soit un fou qui était un ancien instituteur, en fait, je veux montrer qu'on n'a pas besoin forcément de beaucoup de diplômes pour que demain, l'Afrique puisse être debout. On n'a pas besoin. On a simplement besoin que, à chaque niveau où que nous soyons, le travail qu'on nous confie, nous apprenions à penser comme des hommes d'action et à toujours agir comme des hommes de pensée. Donc, si on fait cette dialectique entre la pensée et l'action, où qu'on soit, on fera toujours ce pourquoi nous avons accepté tel poste. J'aime toujours cette phrase de Martin Luther King qui dit si vous êtes balayeur, balayez très bien de sorte que lorsque vous ne serez pas là, on sache que quelqu'un manque. J'ai été responsable ici dans ce pays à différents niveaux. J'ai toujours travaillé avec la passion et je travaille de manière passionnée. Et je le fais, je donne tout ce que je peux dans ce que je fais. D'accord. Pour revenir à ce document, je parlais de philosophie. C'est vrai qu'avec cette métaphore, on se croirait dans la caverne du mythe de la grotte de Platon. Est-ce que vous ne faites pas allusion à cela? C'est vrai que c'est un peu rédigé de la même manière. Bon, il y a un jour, un maître de conférence de mathématiques de l'université de Poitiers qui a dit que j'ai plutôt un style qui est plus proche de Céline, un style qui est plus proche d'un auteur maghrébin, mais dont je ne me rappelle pas. Mais disons que dans mon style, il est plutôt proche au niveau de la musicalité, Okay. il est plus proche des griots. Et au niveau occidental, je dirais, il est plus proche de Nietzsche. Mais dans son contenu, c'est-à-dire que j'aborde les problèmes avec éthique. Donc il y a un autre philosophe, Lévinas, qui me sert aussi de balise pour que dans mon écriture, il y ait une responsabilité. Il ne faut pas que quelqu'un utilise... Et personne ne peut utiliser ce livre-là pour faire du mal. Parce que simplement, tu es obligé de réfléchir. Et tout homme qui réfléchit se donne toutes des balises éthiques et des balises aussi qui permettent de ne pas rentrer dans la violence. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir en somme de ce roman? Ce qu'on peut retenir de ce roman, c'est qu'on doit relire toute notre histoire et l'interpréter par nous-mêmes en pensant à partir de nos propres valeurs. Voilà. Si celui qui veut rentrer dans ce débat, il aura beaucoup de plaisir à le lire. Et puis bon, il y a de la poésie, hein. Il y a le fou. C'est lyrique. Voilà, le fou, à chaque moment, lorsqu'il a un problème, il finit un discours, il fait une poésie. Et cette poésie est toujours selon, en fait, ce que j'appelle une poésie griotique. C'est-à-dire que je suis la musicalité des griots. Quand vous écoutez un griot chanter ou relater une histoire, j'ai fait cet effort-là pour conjuguer à la fois poésie africaine et puis poésie occidentale. Et vous dites quelque part, offrir sa nuque, est-ce offrir l'indépendance aux Africains? D'abord, la première indépendance, c'est de oser penser par soi-même. Le premier, je voulais dire step en anglais, the first step you have to do, c'est d'accepter et de oser penser par toi-même. Et penser tes problèmes par toi-même et avec tes propres mots. À partir de là, le monde, tu le recrées. Mais est-ce que on pourrait imaginer un jour que l'Afrique va arriver à le faire? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde comment le monde y marche, comment est-ce que les choses sont définies, on se pose bien des questions. Est-ce que ce n'est pas parti pour des dépravations des mœurs et des valeurs traditionnelles au fur et à mesure? Est-ce qu'il y aura un temps pour qu'on puisse véritablement penser ou en tout cas repenser nos valeurs comme vous le dites dans ce document? Est-ce que ce n'est pas un leurre finalement? Je suis certain, j'ai l'infime conviction que ça va se passer le plus rapidement possible.
Parce qu'on n'a pas le choix. J'en suis convaincu. Je voyage beaucoup, je vois, je regarde le monde. L'Afrique est en train de monter. Pas, je ne prends pas ces mots émergents et tout ça, c'est encore des bulles qu'on nous donne, tous ceux qui prononcent le mot émergent et tout ça, c'est des gars qui n'ont pas encore pensé. Mais je suis certain, en regardant le monde, on n'a pas le choix et ça se fera le plus rapidement possible. On le fera. Parce que ce qu'on enseigne aujourd'hui, nous n'enseignons pas des hommes qui ont pour destin métaphysique d'être esclaves dans le monde. En tout cas, ceux qui ont suivi mes cours à la fac, ils savent très bien que on doit oser et on ose. Et le monde de demain nous appartient. Et ça pourra se faire par qui? Ce changement pourrait passer par qui? Les Africains eux-mêmes? Je veux parler des populations elles-mêmes, des jeunes, des femmes, des vieux, ou des leaders politiques, ou encore quels leaders? Bon. Merci pour la question. Je vais dire, d'abord, je ne sais pas s'il y a des leaders en Afrique. Je ne sais pas. Souvent, j'ai eu des débats avec certains. Ils parlent d'élite. Je ne sais pas. Si tu demandes à un Africain comment on dit élite dans sa langue, il ne sait pas. Mais je pense que de nouvelles consciences sont en train de naître, aussi bien dans la diaspora africaine que ici, les étudiants qu'on voit. Et le fait que les conditions même existentielles soient très rudes pour chacun, a encore une base pour pouvoir s'élever. Maintenant, moi, je dis, il n'y a pas de leader que enfin, les leaders que moi je connais ou que j'ai fréquentés, c'est un peu une autre époque, les Nkrumah et tout ça. Pour moi, c'est des leaders. Parce qu'en Djoula, on dit Nyamoro. Donc, c'était des Nyamoro. C'est-à-dire, non seulement ils étaient devant pour protéger d'autres personnes, ils étaient avant, mais Nyamoro, selon la prononciation aussi, ils incarnaient des valeurs. Ils avaient des valeurs, c'était des hommes de parole. Quand ils disaient quelque chose, ils le faisaient. Je pense qu'une jeunesse va naître. Or, ceux qu'on appelle les leaders d'aujourd'hui ou qui utilisent des grands mots ou des gros mots de leadership, en fait, non, ce ne sont pas des Nyamoro. Ils ne sont pas devant pour nous protéger, pour protéger le corps que nous sommes. Et je dis toujours que l'intellectuel africain, s'il existe, est le seul, ou du moins les politiciens africains, sont souvent les seules élites, entre parenthèses, qui, au lieu d'utiliser leurs cornes pour défendre le corps des peuples, non, ils font cette acrobatie impossible. C'est-à-dire, imaginez, vous, l'impossible. Un buffle ferait une acrobatie pour pouvoir s'auto-suicider. Le deuxième tome de ce roman qui est déjà préparé, le deuxième tome s'appellera Négroticide, comme insecticide. C'est-à-dire que comment est-ce que certains noirs, certains nègres inventent ce qui est impossible, les moyens pour s'auto-détruire et détruire leur masse. Voilà. Le premier tome déjà disponible, le deuxième tome pourrait être disponible, ou les deux autres, disponibles à quelle période à peu près? On pourrait s'attendre à revoir la suite du dialogue de la nuque à quel moment? Donc, comme je l'ai déjà dit, je suis en train de travailler sur ce que les femmes africaines du Moyen-Âge, notamment à partir de la lecture de nos griots traditionnels, qu'est-ce qu'elles ont fait? Quelles ont été les personnalités qu'elles ont dû créer pour pouvoir permettre à ce qu'on ait l'empire du Mading? Parce que l'empire du Mading, c'est que ces femmes-là qui l'ont fait. Vous regardez l'entourage de Sundiata, c'est que des femmes. Donc le deuxième tome, je pense qu'il sortira dans la même période, juillet-août. Et pour avoir toutes les informations, vous avez une conférence de presse que vous prévoyez pour le 20 décembre prochain à l'université de Ouagadougou. Oui, bon, effectivement, avec les collègues, j'ai proposé une conférence pour aussi présenter ce premier enfant, ce bouquin. Et la conférence aura lieu vendredi 20 décembre de 10h à 12h. L'amphi C de l'UFR-LAC. L'UFR-LAC. Et le thème de la conférence, c'est État des lieux de la littérature africaine francophone, : négritude ou migritude. Négritude ou migritude. Migritude. Parce qu'il y a certains spécialistes de la littérature africaine qui considèrent que bon, la négritude c'est du passé, c'est cela. Et que effectivement aujourd'hui il y a une certaine littérature qui s'appellerait migritude qui pourrait se substituer à ça, et certains Africains écrivains certains sont des amis joueraient ce jeu, ils
nierait, là je ne suis pas venu avec ce bouquin, mais il nierait la négritude, il nierait le panafricanisme. Alors pour moi, je me pose la question, est-ce que la migritude, qui est ce concept que ce n'est pas nous qui l'avons d'abord créé, est-ce la solution? Est-ce que c'est la solution? Donc je me dis que, est-ce que la migritude, ceux qui se réclament, se reconnaissent dans l'écriture de la migritude, est-ce que ce n'est pas plutôt une fuite, un désengagement? Est-ce que ce n'est pas une littérature engagée au lieu d'être engagée? Très bien. Et ce livre, on pourrait se le procurer où? Donc, déjà disponible peut-être? Il est disponible essentiellement chez Mercury, parce que je suis fidèle aussi en amitié. Très bien. C'est quelqu'un qui a commencé. Quelque part dans une librairie à Ouagadougou, ils pourront trouver, les téléspectateurs pourront trouver ce roman. Merci. Vous avez fait, peut-être avant de se quitter, vous avez fait, vous m'avez dit, hein, dans les couloirs 11 ans. En Israël, oui. C'est assez. Comment se passe l'actualité du côté de cette partie du monde? Donc, d'abord, les Israéliens... Rapidement, parce que les Israéliens, c'est-à-dire ce qui se passe, Israël, la vie, elle se passe normalement. Donc, ce que la presse nous donne et la réalité, il y a toujours un écart. Un déphasage. Voilà, un déphasage. Et ensuite, moi, avec 11 ans, je suis un bon observateur. Pour moi, ce qui se passe là-bas va se résoudre aussi, parce que c'est un différent territorial. Et vous savez, ce qu'on peut partager, c'est la terre. Et on peut toujours trouver des solutions à ça. Merci, M. Koulibaly. Merci d'être passé. Mesdames, Messieurs, avec M. Chalem Koulibaly, auteur, éditeur, c'est cela. Vous êtes auteur en tout cas de ces livres. Et l'éditeur aussi. Éditeur également, voilà, vous faites bien de le dire. De dialogue avec la nuque, premier tome, déjà disponible dans les librairies. Merci d'avoir été avec nous. C'est vous que je remercie. Nous espérons vous avoir encore pour la suite des publications. Les femmes, ça va sortir le plus tôt rapide. Merci. Plus rapidement possible. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Canal 3. Au revoir. Merci.